Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard, mais la conférence va, comme vous le savez sans doute, va être transmise. Donc j'attendais que les aspects techniques soient résolus. Juste avant de commencer, j'aimerais saluer et me féliciter Monsieur Cissé. Je suis ravie que vous soyez là. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Soumaïla Cissé est originaire de Tombouctou et il s'agit d'un homme politique malien fort connu au Mali. Vous avez été un des fondateurs de l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADEMA. Vous avez été secrétaire général de la présidence de la République sous Alpha Omar Konaré, puis ensuite ministre à plusieurs reprises, et également candidat à la présidentielle également. Je crois que vous avez créé un nouveau mouvement en 2003 qui s'appelle l'Union pour la République et la démocratie. C'est bien cela. Écoutez, votre CV est à la disposition des personnes présentes. Je vous donne la parole. Merci madame. Alors, je voudrais d'abord exprimer aux organisateurs de cette conférence sur le Mali mes sincères remerciements et ma gratitude pour leur invitation. Cette invitation, à mes yeux, à la fois une marque de délicatesse et le signe d'une réelle volonté d'appréhender avec les acteurs politiques maliens les enjeux de la crise majeure que traverse le Mali. Je n'ignore pas que ce Parlement qui nous accueille, cœur vibrant de la démocratie en Europe, a été parfois le théâtre de confrontations entre Maliens qui n'ont pas toujours permis le triomphe des idées. Je veux me hisser à la hauteur de votre considération et souhaiter que la sérénité soit le maître mot de nos échanges, loin des outrances qui font le lit des extrémismes, mais aussi de la complaisance qui s'apparenterait à un déni de réalité. Permettez-moi aussi de saluer les membres du Parlement européen et de remercier chaleureusement le groupe des Verts, ainsi que Mme Nicole Kiel-Nielsen, j'espère que je n'écorche pas votre nom, pour leur initiative sur le Mali. À vous tous, je dis merci au nom du peuple malien tout entier. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée émue pour toutes les victimes, civiles et militaires, de la crise qui secoue encore mon pays, le Mali. Puisse Dieu bénir nos actions pour honorer leur mémoire, leur combat pour la paix et la prospérité du Mali. Il y a quelques années, entre un officier de police qui examinait mon passeport et moi a eu lieu dans un aéroport américain au cours d'un de mes nombreux voyages professionnels, ce curieux dialogue. « Vous êtes né à Tombouctou ?» demanda-t-il dubitatif. « Oui, répondis-je, le plus naturellement du monde. »« Tombouctou existe donc vraiment ?» reprit l'officier. « Bien sûr, rétorquai-je, au grand bonheur du fonctionnaire visiblement heureux d'avoir fait une grande découverte. « Oui, je suis né à Tombouctou. Je suis originaire du nord du Mali. C'est le royaume de ma tendre enfance. Mon père, juste après la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle il a participé, a ouvert les écoles nomades de Rarousse et de Menaka. C'est dans ce nord du Mali qu'il a passé les 10 premières années de sa longue et riche carrière d'instituteur, et moi, les 6 premières années de mon existence, souvent à dos de dromadaire, au gré du déplacement des élèves de leur famille et de tous les campements nomadisants au rythme des saisons et des pâturages. Quand, en janvier 2012, j'étais de passage à Rarousse, dans le cadre de ma campagne politique, j'ai encore une fois mesuré la générosité du cœur des populations locales pour l'accueil fait au fils, en souvenir du père, le fondateur des écoles des Sables, et de son épouse. Vous comprendrez, madame, à quel point je suis doublement concerné et combien je suis moralement interpellé. Aujourd'hui, personne sur cette planète ne doute de l'existence de Tombouctou. Hélas, des groupes terroristes liés à l'islamisme radical et la criminalité organisée, à travers le trafic de drogue et d'armes, des enlèvements ou l'immigration clandestine, se sont chargés de faire connaître le Mali de bien tristes manières, hélas. Ces envahisseurs barbares, sans foi ni loi, ont soumis les populations à toutes sortes d'exactions,
de violence et d'humiliation, entraînant le déplacement d'environ 1,5 million de personnes à l'intérieur et hors du territoire national. Mesdames, Messieurs, je suis fier de le dire, la communauté internationale a répondu à l'appel du Mali. Ainsi, aujourd'hui, grâce à l'intervention de l'armée française et des armées africaines, aux côtés des forces armées du Mali, dans le cadre des résolutions 2056, 2071 et 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Mali recouvre progressivement son intégrité territoriale. Mais nous sommes conscients que cette assistance militaire pour aider le Mali à recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire doit être relayée rapidement par un processus politique et une réconciliation nationale pour apporter une réponse rapide, efficace et surtout durable à la crise de développement et de gouvernance qui sont les causes profondes de cette crise. D'abord, le processus politique. Le processus politique doit comporter, à mon avis, 2 volets. Le premier volet est un dialogue politique inclusif sur l'avenir des régions du Nord. La première leçon à tirer de la crise, c'est en effet le besoin impérieux de rupture dans la manière de gérer l'ensemble du Mali en général et les régions du Nord en particulier. C'est pourquoi il est indispensable et urgent de mettre en place un dialogue politique inclusif afin d'écouter les différentes composantes des régions du Nord sur leur vision et leur conception de l'avenir, de leur avenir, vivant ensemble, en harmonie et en complémentarité, comme par le passé. C'est aux habitants de ces zones qu'il revient d'abord d'analyser objectivement leurs préoccupations et les solutions préconisées, afin d'y apporter des réponses à la hauteur des enjeux, compatibles avec les exigences d'un État où continue de prévaloir la riche diversité ethnique, culturelle et religieuse. Dans un conflit, la cessation des hostilités n'est en effet qu'une étape vers le règlement définitif. Après la reconquête militaire des territoires occupés, le Mali ne pourrait faire l'économie d'un dialogue intermalien pour régler ces douloureux conflits fratricides. Il s'agit de libérer la parole pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur et indiquer leurs réelles attentes. C'est peut-être le plus gros défi. Il faut absolument amener les gens à s'élever au-dessus de la mêlée pour garantir la paix et éviter les situations de règlement des comptes. Mais la première question, c'est avec qui négocier et à quelles conditions. Par définition, un processus politique inclusif ne doit exclure personne, a priori. Ainsi, les mouvements armés, les groupes ethnoculturels de résistance, les associations de la société civile, les élus, les leaders religieux et coutumiers des régions du Nord en premier lieu, et ceux des autres régions du Mali aussi, ont tous vocation à prendre part au nécessaire dialogue intermalien. Toutes et tous, oui, car il faut assurer la prise en compte des intérêts de toutes les populations maliennes, sans distinction de race, d'ethnie et de religion, dans la refondation d'un État malien républicain et laïque, dans la restauration de la nation sur le socle de la justice et de la démocratie. C'est cela le fondement du vivre ensemble et du construire ensemble. Ensemble. Oui, car il n'y a pas d'autre choix. Ce pays appartient à tous et nous est prêté par nos petits-enfants, comme on dit. Nous devons le leur léguer plus prospère, plus intégré et plus solidaire. C'est le minimum des devoirs pour les descendants des bâtisseurs d'empire, tel que tous au Mali et ensemble, nous revendiquons légitimement. Ainsi, nous devons tous accepter 2 principes. De respect sans équivoque de la Constitution du Mali dans son essence, en particulier dans ses dispositions relatives à l'intégrité du territoire, à son indivisibilité, à la laïcité et au caractère républicain de notre État. Le deuxième principe,
c'est l'acceptation de la traduction devant la justice nationale et ou internationale des personnes de tous bords sur lesquelles pèsent de sérieuses présomptions de crimes à l'occasion du conflit. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi négocier? Deux sujets, à mon avis, sont à négocier. Le premier sujet à négocier, c'est l'avenir institutionnel des régions du Nord. La pluralité des communautés vivant dans le Nord est riche d'une diversité comprenant nomades comme sédentaires, blancs comme noirs, qu'ils soient d'ethnie Songhai, Touareg, Peul, Maure, Arabe, Bozo et bien d'autres. Avec la crise et ses effets pervers, avec les divergences sur l'analyse de l'avenir institutionnel de ces régions, la crispation due aux événements actuels, tout cela fait qu'il est difficile d'avoir des discussions productives et apaisées dans le contexte actuel. Dans ces conditions, toute idée d'autonomie, a fortiori de fédéralisme, ne manquerait pas d'exacerber les tensions communautaires au nord d'une part et entre le nord et le sud d'autre part, car cela touche au partage de compétences et de ressources entre autres. De plus, il faut avoir à l'esprit qu'avec une population représentant 10% de la population malienne, c'est un territoire représentant les 2/3 de la superficie du pays, avec des ressources très limitées, les plus faibles du pays. Le fédéralisme serait un très, très grand défi. En revanche, on s'accorde généralement sur le fait que la décentralisation en vigueur au Mali n'a pas été exploitée à fond. Cette crise nous offre donc l'opportunité de donner un nouvel élan à la décentralisation, notamment à travers un certain nombre de pistes. J'en ai identifié 3. Premièrement, un transfert effectif des compétences et des ressources sur le terrain dans les domaines légalement transférés comme l'hydraulique, l'éducation, la santé, ainsi que sur des questions sensibles comme les aspects culturels et linguistiques pour une meilleure prise en charge des diversités. Le deuxième, c'est un rééquilibrage de la décentralisation en faveur des régions, dépassant le simple cadre communal par une politique de grands travaux et une politique offensive d'aménagement du territoire qui valorise l'échelon régional. Je sais que le maire, j'essaie de dépasser la commune. Et troisièmement, l'allègement de la tutelle des collectivités et le renforcement de la déconcentration administrative pour rapprocher l'État de ses administrés. Le deuxième sujet à négocier est le développement socio-économique des régions du Nord. Deux pistes, à mon avis, sont à explorer sur cette question. La première, c'est la poursuite et l'intensification des actions de développement pour l'intégration socio-économique accrue des régions du Nord au reste du Mali. La deuxième, c'est une politique d'aménagement du territoire à travers des infrastructures agropastorales, des routes, tenant compte des spécificités des régions du Nord, en raison de l'immensité du territoire et de la faible densité, entre autres. C'est un point important. Vous savez, l'Union européenne est en train de financer la route entre Nyono et Tombouctou. J'ai été ministre de l'équipement, je n'ai pas pu la démarrer. Ça fait 20 ans, même plus, peut-être 25 ans. Elle vient juste de commencer. Entre procédures, appels d'offres, etc., etc. Et de ce côté, vous êtes les seuls. Parce que tout simplement, financer une route, c'est étudier le taux de rentabilité interne. Étudier le taux de rentabilité interne dans cette zone, eh bien, c'est 0. Et bien, vous ne trouvez personne pour financer une route, et personne pour aménager le territoire. Et tout le monde dit, il n'y a pas de route, on n'a rien fait, mais personne ne peut faire, personne ne veut faire. L'Union européenne, je vous félicite, vous êtes le seul, avec beaucoup de retard, mais vous êtes quand même là. Il faut donc, à mon avis, un véritable plan Marshall pour le Mali en vue de rééquilibrer le développement du territoire. Un véritable centre névralgique d'activité dans le nord du pays pourrait être une piste à explorer, car c'est le développement économique en réalité qui pourra éradiquer le terrorisme. Troisième question, comment dialoguer? Nous proposons un dialogue en 2 étapes. Une concertation entre les populations acteurs des régions du Nord
et une validation avec l'ensemble des autres composants de la nation malienne dans le cadre d'un forum national sur le Nord. Ensuite, sur le processus politique, je vous avais dit qu'il y avait un deuxième volet. Le deuxième volet, pour moi, c'est l'organisation d'élections transparentes et crédibles. La crise que traverse le Mali nous amène à nous interroger sur la qualité de notre processus électoral. Processus marqué par des dysfonctionnements longtemps critiqués. Progressivement, nous avons assisté à une défiance des citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants et même de la chose politique. Remettre sur pied un processus électoral fiable et crédible devient donc un enjeu stratégique de la transition. Et pour installer le Mali dans un cercle vertueux, nous proposons 3 types de solutions. D'abord, mettre en place des mécanismes vigoureux aptes à enrayer la fraude. On verra techniquement comment faire. Ensuite, accroître le taux de participation, qui reste très faible au Mali. Et enfin, mettre en place des mécanismes solides de redevabilité pour tous les élus. Chaque élu doit pouvoir rendre compte. Et je crois que ceci est important. En tout état de cause, le processus politique à mettre en place doit refonder la démocratie malienne à travers une réconciliation nationale véritable et surtout durable. La gestion de l'après-crise doit interpeller tous les Maliens, soucieux de l'avenir et de la stabilité de la nation, tant le conflit a créé des déchirures dans la société. Comment réparer les blessures et réduire les fractures? Comment reconstruire le vivre ensemble entre les divers groupes ethnoculturels du pays? Ces questionnements, aussi complexes que pertinents, constituent tout l'enjeu des prochains mois, voire des prochaines années. Il s'agira de reconstruire les liens sociaux brisés et de prendre en charge la gestion adéquate des problèmes aussi bien des populations résidentes que des déplacés et des réfugiés. À cet égard, le vivre ensemble passera aussi par l'appurement des situations conflictuelles récurrentes, comme les questions foncières, on n'en parle pas, mais elles sont là. Au-delà du règlement du conflit, la réconciliation doit ainsi viser son dépassement par la reconstruction d'une société capable d'affronter une histoire commune en acceptant ses aspects souvent douloureux. La réconciliation doit en effet s'accompagner d'un pardon sincère, non pas par l'effacement du passé, mais par son dépassement, pour envisager un avenir commun qui reconnaît les droits et devoirs de chaque communauté à travers des solutions équilibrées et respectueuses des identités. Pour y arriver, le Mali devra puiser dans son socle culturel les moyens et instruments endogènes de médiation sociale pour réincarner et réinventer les solutions les mieux adaptées à la situation. La société malienne dispose en effet de formules socio-culturelles rodées de réconciliation qu'il nous faudra nécessairement revisiter et valoriser. Nous devons rechercher dans notre mémoire collective les mythes, les us et coutumes, les faits culturels propres aux différents groupes ethnoculturels capables de nous aider à refonder ce vivre ensemble largement entamé. Il faudra à cet effet encourager le dialogue inter- et intracommunautaire inclusif, en commençant par sécuriser et accompagner le retour des déplacés et des réfugiés. En tout état de cause, la tolérance, le dialogue et l'affirmation des valeurs communes en matière de liberté fondamentale et des droits humains doivent être les piliers de cette nécessaire reconstruction. Dans le même ordre d'idées, l'institution des comités Vérité et Réconciliation pourrait être envisagée, de même que l'adoption d'une charte du vouloir vivre ensemble. Cette charte viserait la promotion et la diffusion de la culture de la paix et des droits humains, fondée sur des valeurs, attitudes et comportements qui favorisent le respect de la vie, de la personne humaine et de ses droits, le rejet de la violence sous toutes ses formes, la reconnaissance de l'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, le droit de tout individu à la liberté d'expression, d'opinion et d'information, l'attachement aux idéaux de démocratie, de liberté, de justice, de tolérance, de solidarité et aux principes du pluralisme politique, ainsi que l'acceptation des différences et de la compréhension entre les groupes ethniques, religieux, culturels et entre les individus.
Madame, chers amis, la tâche paraît rude. C'est pourtant un défi que nous pouvons relever en nous basant sur la grande tolérance de la société malienne. Des liens sociaux ont certes été brisés par le conflit, mais il n'y a pas de haine irréversible entre les communautés. Dans notre grande majorité, nous avons tous ce atavique sentiment d'appartenir à une même nation. Dans notre grande majorité, nous avons cette forte volonté de rebâtir une nation forte où la diversité sera respectée. Dans cette tâche, nous savons compter sur nos amis à travers le monde, dont l'Union européenne, qui a toujours été aux côtés du Mali dans les heures les plus difficiles. Chers amis, j'ai commencé par vous parler de Tombouctou, la ville qui m'a vu naître. J'aimerais terminer sur une question personnelle. Une réflexion qui résume la pensée humaniste de Tombouctou et qui est à la base de sa tolérance et de son mythe fondateur, axé sur son cosmopolitisme, hérité de la générosité de ses habitants et l'érudition de ses intellectuels. Né à Tombouctou, la cité des 333 saints, mon père est Sonraï, ma mère est Peul, ma femme est Bambara, ma belle-fille est arabe. Alors dites-moi vraiment, de quelle ethnie est Soumaïla Séni, mon petit-fils, qui a juste 1 an? Je souhaite qu'il ne se pose jamais cette question. Mais si d'aventure on la lui posait, qu'il réponde tout simplement « Je suis malien et fier de l'être ». Je vous remercie.